étonne parfois les gens. C'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Bonjour, bienvenue dans l'exposition Le Diable au corps, quand l'op-art électrise le cinéma. Alors c'est une exposition qui nous plonge au cœur d'une décennie, celle des années 60, au cours de laquelle se met en place une rencontre d'une ampleur inattendue et sans précédent entre un art d'avant-garde, qu'on appelle à ce moment-là l'art cinétique ou l'art optique, et le cinéma grand public. Cette rencontre, elle se fait autour donc, de ces artistes cinétiques dont l'esthétique est fondée sur des formes géométriques très simples qu'ils vont combiner et qui créent des jeux de déstabilisation visuelle ou par des œuvres qui sont en mouvement, soit mécaniques, soit liées à notre déplacement. Donc c'est un art extrêmement moderne qui est complètement dans l'esprit du temps, avec des couleurs vives, assez gaies, avec des matériaux contemporains. Et très rapidement, cette esthétique va se répandre comme une traînée de poudre et va envahir aussi bien les affiches, les magazines que la télévision. Donc on voit notamment ici une de ces rencontres entre un artiste qui s'appelle Julio Leparc, un Argentin qui vit à Paris à ce moment-là, qui est un des grands représentants de ce mouvement et qui va inspirer très directement à Paco Rabanne cette fameuse robe qui sera portée plus tard par des grandes stars comme Françoise Hardy, cette robe faite de métal qui revêt les femmes modernes d'une sorte d'armure contemporaine. Une autre source d'inspiration, c'est Vasarely, le grand maître de ce mouvement, qui est très reconnaissable par ses formes géométriques imbriquées qui déstabilisent l'œil. Eh bien, il va inspirer Jean-Christophe Averty, qui à ce moment-là est impliqué dans la réalisation d'émissions pour la télévision, qui reprennent de manière très directe les motifs de Vasarely pour créer un décor moderne. Donc, cette esthétique hop, elle est partout, on le comprend à travers cette introduction, mais le cinéma va commencer à s'y intéresser et différents cinéastes vont aller toquer à la porte des artistes pour lancer des collaborations et amener cette esthétique à l'écran. L'un des premiers, ce sera Claude Lelouch, alors tout jeune réalisateur, il a 23 ans et il va rencontrer un des grands maîtres de cet art cinétique, c'est Schoeffer, Nicolas Schoeffer, qui travaille à partir de structures en mouvement, de robots, ce qu'il appelle la cybernétique. Il veut faire un art de son temps en utilisant des technologies contemporaines, tout en travaillant sur la question de l'image. On a ici une œuvre qui s'appelle Chronos, qui a été réalisée dans les années 60, qui crée comme une sorte de lanterne magique avec des œuvres et des couleurs toujours en mouvement. Et on se rend compte derrière cet écran eh bien, qu'il y a une machine qui tourne sur elle-même, qui est animée de pales et de couleurs. Donc ce projet va séduire Claude Lelouch qui va demander à Nicolas Schoeffer de réaliser une séquence abstraite qui viendrait clôturer son tout premier film qui s'appelle Le propre de l'homme. Et on voit ici cette séquence abstraite réalisée par Nicolas Schoeffer qui va s'insérer dans le film de ce jeune premier. Une autre collaboration très forte, c'est entre William Klein, qui est alors un très grand photographe de mode. Il collabore pour Vogue International et Vogue France notamment. Et en 1960, il se rend dans l'atelier des frères Bachet qui réalisent des structures sonores, des structures contemporaines. Certaines sont gonflables, d'autres sont réalisées à partir de pavillons en métal. Et on voit ici notamment un instrument de musique, le Zagreb, qui est en fait une sorte de piano de cristal que les frères Bachet font activer par des musiciens ou activent eux-mêmes. Et les grandes ailes de métal sont en fait des pavillons qui diffusent le son. Un autre cinéaste va être fasciné par cette esthétique et par ces artistes, c'est Clouzot. Clouzot, c'est un grand maître du cinéma, il a réalisé Le Corbeau et des grands classiques, et il va s'offrir une cure de modernité et de jouvence en travaillant avec cette jeune génération d'artistes un peu bousculant, et il va les associer à un film qui s'appelle La Prisonnière, qui se passe dans le monde de l'art, un trio amoureux entre un artiste,
sa compagne et le galeriste. Une histoire très ambivalente va se mettre en place entre les trois. Et Clouzot, pour la réalisation du film, va collaborer avec deux artistes, Yves Aral, qui est le fils de Vasarely, qui a réalisé cette œuvre absolument incroyable, cet environnement de simples baguettes qui crée comme ça un jeu optique de profondeur, et Joël Stein, qui a fait cette œuvre suspendue. Il les associe et leur propose de conseiller un certain nombre d'artistes qui pourraient faire partie d'une exposition qui se passe dans le cadre du film. C'est la séquence que l'on voit là. On a un vernissage qui se passe dans cette galerie, un vrai faux vernissage avec des œuvres d'art cinétique qui sont rassemblées. Dans la deuxième salle, on change d'univers, on revient finalement aux origines de cet art cinétique. Il y a une première génération autour de Calder et de Tinguely qui a déjà amorcé cette idée que l'œuvre d'art ne devait pas être figée, mais pouvait être une expérience tout le temps en mouvement. Et on le voit ici avec ces deux œuvres, un des fameux mobiles de Calder qui sont ces œuvres aériennes, extrêmement graciles, qui se mettent en mouvement au moindre souffle d'air, et les œuvres de Tinguely qui sont finalement équipées de moteurs et qui composent des tableaux abstraits en mouvement permanent. Eh bien, les cinéastes ne seront pas passés à côté de cette première génération. Et beaucoup vont s'amuser un peu de ce côté bricolage de ces artistes et se moquer. Donc, il va y avoir du persiflage à l'écran. Un des grands exemples étant l'œil du monocle de Lautner. On voit ici Paul Meurice qui rentre dans l'atelier d'un artiste. Et cet artiste, en fait des sortes de mobiles plus invraisemblables que les uns que les autres, avec des fourchettes, des bouchons en liège, des bouteilles. Et finalement, Audiard et Lautner, de manière tout à fait consciente, se moquent des mobiles à la Calder et proposent finalement des équivalents à l'écran un peu fantaisistes, loufoques et évidemment beaucoup plus bricolés encore que les artistes de cette époque ne peuvent le faire. Au début des années 60, en fait, il y a vraiment deux révolutions artistiques. Une au cinéma, une génération nouvelle qui veut rompre avec l'académisme du cinéma trop écrit, des studios, et qui descend dans la rue, caméra à l'épaule, pour filmer le réel. C'est ce qu'on appelle la nouvelle vague. Cette nouvelle vague, finalement, elle existe parallèlement à ce mouvement des artistes cinétiques, qui est aussi une jeune génération bouillonnante, qui veut sortir des musées, sortir des galeries, pour amener l'art dans la rue, au plus près du public. Et donc on les déploie ici dans une sorte de grande place publique, avec les nouvelles vagues françaises, italiennes et anglaises qui s'emparent de la rue, qui amènent la joie, qui montrent cet esprit d'une époque qui vraiment est en train de se réinventer et de prendre possession de l'espace public. On le voit ici avec les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. A priori, pas d'art cinétique ici, sauf que Jacques Demy, qui a beaucoup regardé Vasarely, a décidé de réenchanter finalement cet art et de le fondre avec la rue. On retrouve ici un labyrinthe de Carlos Cruz Diez, un artiste qui nous propose une expérience de la couleur pure, voir le monde à travers les couleurs pures, mais aussi aux intersections de ces couleurs, voir comment les couleurs se recomposent en se mélangeant. Et donc on peut voir à la fois les reflets de tous ces films dans ce labyrinthe de couleurs, mais on peut aussi contempler les films à travers ce labyrinthe et tout à coup les voir se métamorphoser sous nos yeux. C'est la première fois dans l'histoire que le cinéma se penche à ce point sur un art, sur un mouvement. Et il y a une vraie cohérence qui va se créer. Alors pourquoi cette attraction? Mais finalement, quand on voit cette œuvre que l'artiste Rouleau-Leparc a imaginée spécialement pour les espaces du MAMAC, eh bien on se rend compte qu'en fait le cinéma et cet art cinétique qui s'invente alors ont un ADN commun. Ils travaillent sur le temps, la lumière et le mouvement. On le voit ici avec cette installation très simple, faite avec des éléments de métal qui diffusent la lumière et qui sont en mouvement permanent et qui proposent finalement à partir d'un dispositif très simple, très sommaire presque, un effet magique avec un miroitement permanent de ces petits éléments d'aluminium sur l'espace qui composent autant d'étoiles qui flottent autour de nous. Donc on l'a vu, cette collaboration,
entre les artistes et les cinéastes, elle s'est faite parfois de manière très naturelle, très encadrée. Parfois, on a eu du persiflage, on a eu des influences communes. Mais il y a aussi une chose très importante, c'est que le cinéma va tout à coup renvoyer un miroir déformant à l'art cinétique. On en voit un très bel exemple ici avec un deuxième film de Clouzot, L'Enfer, qui est un film inachevé qu'il a tenté de tourner en 1964 avec Romy Schneider et Serge Reggiani. C'est l'histoire d'un mari maladivement jaloux face à une femme fatale, sublime, Romy Schneider. Avec les artistes cinétiques, Stein et Yves Aral, Clouzot va imaginer une scène d'une beauté vénéneuse avec des jeux de lumière qui viennent sublimer Romy Schneider, montrer aussi cette attraction fatale et maladive qu'elle exerce sur son mari. Donc c'est une séquence extrêmement contemporaine qui est restée finalement méconnue pendant de nombreuses années puisque le film n'est jamais arrivé à terme et les rushs ont été remontés, retrouvés en 2009 et partagés avec le public. Et on voit ici Romy et tous ces jeux de lumière, tous ces jeux de paillettes sur son visage qui mettent vraiment en avant cette fascination, le côté fatal et qui exprime la jalousie maladive du mari. Parmi ces expériences, c'est vrai que les artistes n'ont pas fait que des œuvres en 2 dimensions. Ils ont aussi travaillé sur une expérience plus totale, avec des espaces immersifs, ce que les Italiens appelaient des ambienti. Et on en voit un ici d'un artiste qui s'appelle Gianni Colombo. C'est une œuvre de 1963 qui s'appelle Espace élastique. Et on rentre dans une sorte de cube noir, un peu oppressant parce que quand on est dans le noir, on perd ses repères. Et tout à coup, on se rend compte qu'il y a une sorte de grille de fil. Et cette grille de fil, elle se met en mouvement de manière très lente, un peu perturbante, ce qui crée une forme de vertige. Et c'est très précisément ce sur quoi a voulu jouer cet artiste, sur le fait de nous amener à une expérience perturbante de l'espace à partir de 3 fois rien. Et en même temps, c'est assez magique de se retrouver dans ce cube et d'avoir l'impression finalement d'être perdu dans une 4e dimension. L'exposition se termine dans une sorte de labyrinthe. Nous sommes pris au piège finalement entre 4 images dans lesquelles les héros sont eux-mêmes pris au piège dans des sortes de labyrinthes, donc une sorte de mise en abîme. Et ces films sont vraiment des moments de répertoire de l'histoire du cinéma, mais de l'histoire populaire du cinéma. On est à la fin de la décennie des années 60, début des années 70, et on a toute une génération de cinéastes qui ont digéré pendant 10 ans ces croisements entre un art d'avant-garde et un cinéma d'auteur, et on finit par se débarrasser d'une certaine manière des artistes pour ne garder que les effets. Donc on est vraiment sur le champ du signe à ce moment-là de cette collaboration, mais aussi de l'art cinétique. Et on voit à quel point, finalement, un art a su mettre pendant presque 10 ans le diable au corps au cinéma.